digne d'une mendiante. Ces mots ont été lancés comme une pierre en plein visage, devant tout le monde, sans trembler, sans honte. Je me souviens encore du silence qui a suivi, de ces quelques secondes où personne n'a osé réagir, comme si l'air lui-même s'était figé. J'étais debout, un sac à la main, habillée simplement, et ma propre belle-fille me regardait de haut, avec ce sourire cruel de ceux qui pensent avoir gagné. À cet instant précis, j'ai compris que l'humiliation pouvait être publique, lente et dévastatrice. Je n'ai rien répondu, pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que mon fils était là, et que je ne voulais pas briser quelque chose en lui ce jour-là. Alors j'ai baissé les yeux, j'ai avalé ma honte, et j'ai gardé le silence. Je m'appelle Mariama, j'ai 62 ans. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai élevé mes enfants seuls pendant des années, après la mort de leur père. J'ai nettoyé des bureaux à l'aube, gardé des enfants qui n'étaient pas les miens, économisé chaque centime pour que mon fils ne manque de rien. Je ne me suis jamais plainte. Je croyais qu'un jour, le respect viendrait naturellement. Je me trompais. Quand mon fils a épousé Nadège, j'ai voulu bien faire. J'ai respecté les distances. Je ne me suis jamais mêlée de leur couple. Je venais quand on m'invitait. Je repartais discrètement. Je faisais attention à tout, à mes mots, à mes gestes, à ma place. Mais dès le début, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Nadège avait ce regard dur, cette façon de me jauger comme si j'étais une intruse dans la vie de mon propre enfant. Ce jour-là, il y avait des invités, des amis à eux, de la famille. On fêtait quelque chose d'important pour mon fils, et j'étais venue avec le peu que j'avais. Un cadeau simple, choisi avec le cœur. Nadège m'a regardé arriver, a détaillé mes vêtements, mes chaussures usées, mon sac fatigué. Puis elle a ri, un rire bref, sec. Et elle a prononcé cette phrase, lentement, clairement, pour que tout le monde entende. Personne n'a ri franchement. Mais personne ne m'a défendu non plus. Les regards se sont baissés. Les conversations se sont arrêtées une seconde, puis ont repris comme si de rien n'était. Comme si cette humiliation faisait partie du décor. Moi, je sentais mes joues brûler. Mon cœur battait trop fort. J'avais envie de disparaître. Après cela, tout a changé. Nadège a commencé à me traiter comme un poids. Elle décidait quand je pouvais venir, combien de temps je pouvais rester. Elle parlait de moi comme d'un problème à régler. Un jour, elle a même insinué que je n'avais plus vraiment ma place chez eux, que je devrais penser à autre chose, à mon âge. Je me suis éloignée, par dignité, par fatigue aussi. Je rentrais chez moi avec cette impression d'être devenue invisible, inutile, une vieille femme qu'on tolère par obligation. Je ne savais pas que mon fils voyait tout, que chaque regard, chaque mot cruel, chaque soupir agacé s'imprimait en lui comme une blessure silencieuse. Il ne disait rien, il observait, il gardait tout à l'intérieur. Et moi, je continuais à me taire, persuadée que le silence protégeait. Je ne savais pas encore qu'il nourrissait autre chose. Pas de la colère aveugle, pas une explosion immédiate, mais une décision, calme, froide, irréversible. Car ce que Nadège n'avait pas compris, c'est qu'on peut humilier une mère, mais qu'un fils n'oublie jamais. Et très bientôt, ce silence allait se transformer en quelque chose qu'elle n'avait absolument pas prévu. Après cette journée-là, plus rien n'a été pareil. L'humiliation n'est pas restée enfermée dans une seule phrase. Elle s'est étendue, doucement, méthodiquement, comme une tache qui s'infiltre dans le tissu sans qu'on puisse l'arrêter. Nadège avait compris qu'elle pouvait aller plus loin, qu'elle pouvait me rabaisser sans conséquence apparente. Et elle ne s'en est pas privée. Chaque visite devenait une épreuve. Elle commentait mes vêtements, toujours avec ce sourire faussement innocent. « Tu devrais t'acheter quelque chose de plus présentable », disait-elle, en regardant mes chaussures. Ou bien elle soupirait bruyamment quand je m'asseyais, comme si ma simple présence lui coûtait quelque chose. Elle parlait de moi à la troisième personne, même quand j'étais là. Elle ne va pas rester longtemps, j'espère. Ces mots tombaient, secs, devant mon fils. Mon fils, lui, ne disait toujours rien. Il observait. Je le voyais dans son regard. Ce regard qui se durcissait à chaque remarque, qui se baissait parfois, non par lâcheté, mais pour contenir ce qui montait en lui. Je croyais encore qu'il ne se rendait pas compte de tout. Je me trompais. Il entendait, il voyait, il enregistrait. Un soir, Nadège a décidé que je ne mangerais pas avec eux. Elle a posé 3 assiettes sur la table, puis s'est arrêtée. Elle m'a regardé et a dit qu'il n'y avait pas assez pour tout le monde. J'ai compris le message. Je me suis levée. J'ai dit que je n'avais plus faim.
Mon fils a serré les dents. Ses mains tremblaient légèrement, mais il n'a toujours rien dit. Les humiliations sont devenues plus subtiles, plus sournoises. Elles me faisaient sentir que je dérangeais, que je coûtais trop cher, que je n'avais plus rien à apporter. Elles parlaient d'argent, de charges, de priorités, en me regardant droit dans les yeux, comme si ma vie se résumait à une ligne inutile dans leur budget. Puis est venu le jour où elle a osé me demander les clés. Elle a dit que ce serait plus simple, ainsi, plus organisé, plus propre. J'ai senti mon cœur se serrer. Ces clés, c'était le dernier symbole de ma place dans la vie de mon fils. Je les ai posées sur la table, sans un mot. Mon fils a levé les yeux vers elle. Longtemps, un regard lourd, chargé de quelque chose qu'elle n'a pas su lire. À partir de ce moment-là, je n'étais plus vraiment invitée, juste tolérée à distance. Les appels se sont espacés, les messages sont devenus rares. Je passais mes journées seule, à repenser à cette vie que j'avais donnée sans compter. Je me demandais à quel moment j'étais devenue indigne, invisible, méprisable. Je doutais de moi, et c'est peut-être cela, la pire des humiliations. Mais mon fils, lui, changeait. Il parlait moins, il observait davantage, il posait des questions apparemment anodines. Sur les comptes, sur les décisions prises sans lui, sur la façon dont Nadège parlait aux autres. Il notait chaque excès, chaque mensonge, chaque manque de respect. Il ne réagissait pas encore, mais il construisait quelque chose à l'intérieur. Un soir, alors que je m'apprêtais à partir plus tôt que prévu, Nadège a lâché une phrase de trop. De toute façon, à son âge, elle devrait être reconnaissante qu'on la supporte encore. Cette fois, mon fils a relevé la tête, lentement. Il ne l'a pas contredite, pas encore. Mais j'ai vu dans ses yeux que quelque chose venait de se rompre définitivement. Ce que Nadège prenait pour de la faiblesse était en réalité de la retenue. Ce qu'elle croyait être de l'indifférence était une patience dangereuse. Mon fils attendait. Le bon moment. Le cadre parfait. Celui où la vérité ferait le plus de bruit. Et moi, sans le savoir, j'étais au cœur de cette tempête silencieuse. Car très bientôt, Nadège allait comprendre qu'humilier une mère n'est jamais sans conséquence. Et que le silence d'un fils peut être bien plus redoutable qu'un cri. Avec le temps, j'ai compris que ce que je vivais n'était plus seulement de l'humiliation, mais une stratégie. Nadège ne me méprisait pas par impulsion. Elle me diminuait pour prendre toute la place, dans la maison, dans la vie de mon fils, dans les décisions. Elle avançait avec assurance, convaincue que personne ne l'arrêterait. Surtout pas moi. Je continuais à me taire, mais je n'étais plus aveugle. Chaque geste avait désormais un sens. Elle décidait seule. Elle parlait au nom du couple. Elle modifiait des choses importantes sans consulter mon fils, puis lui présentait tout comme un fait accompli. Et quand il posait des questions, elle soupirait, levait les yeux au ciel, l'accusait d'exagérer. Je voyais la fatigue s'installer en lui, cette lassitude qu'on ressent quand on vit avec quelqu'un qui écrase lentement, mais sûrement. Mon fils a commencé à me rendre visite plus souvent, seul. Il s'asseyait en face de moi, sans toujours parler. Parfois, il me demandait si tout allait bien. Je répondais oui, par habitude, par protection. Mais nos silences parlaient pour nous. Je sentais qu'il cherchait à comprendre jusqu'où Nadège était prête à aller. Un jour, il m'a posé une question simple. « Maman, est-ce qu'elle t'a déjà demandé de partir ?» J'ai baissé les yeux. Il n'a pas insisté, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter. Ce jour-là, j'ai compris qu'il savait, qu'il avait toujours su, et qu'il avait décidé de ne plus fermer les yeux. À partir de là, il a changé de stratégie. Il a cessé de la confronter directement. Il a commencé à écouter, à observer, à garder des traces. Il notait les dépenses injustifiées, les décisions prises sans son accord, les paroles déplacées devant témoins. Il la laissait parler, sûre d'elle, convaincue qu'elle dominait la situation. Elle se croyait intouchable. Elle ne voyait pas le piège se refermer lentement autour d'elle. Un soir, Nadège a organisé un dîner important. Des collègues, des amis, de la famille. Elle voulait briller, montrer qu'elle contrôlait tout. Elle m'a invitée à la dernière minute, presque par obligation. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Mon fils m'a regardé et m'a simplement dit « Viens ». Il n'y avait ni supplication ni doute dans sa voix, juste une certitude calme. Ce soir-là, Nadège était rayonnante. Elle parlait fort, elle riait. Elle racontait sa version de notre histoire familiale, me réduisant à une anecdote lointaine, presque gênante.
Elle se permettait des remarques déguisées, des piques subtiles, croyant encore que personne ne relevait rien. Mais je voyais les regards changer. Je voyais les silences se prolonger. Tout le monde n'était pas aussi aveugle qu'elle le pensait. Mon fils, lui, se taisait. Il la laissait s'exposer, s'enfoncer. Il attendait le moment précis où ces mots ne pourraient ne plus être effacés, où les témoins seraient nombreux, où le retour en arrière serait impossible. À la fin du repas, Nadège a prononcé une phrase de trop. Une phrase qui ressemblait à celle du début, mais en pire. Elle a parlé de moi comme d'un fardeau inutile, d'un reste du passé dont il faudrait se débarrasser pour avancer. Elle a ri. Certains ont ri avec elle, par malaise. D'autres ont détourné le regard. Cette fois, mon fils s'est levé, lentement, calmement, sans colère apparente. Il a posé sa serviette sur la table. Le silence est tombé immédiatement. Tous les regards se sont tournés vers lui. Nadège a souri, certaine qu'il allait la défendre. Elle se trompait. Il a pris une inspiration. Il a regardé la pièce. Puis il m'a regardé, moi, longtemps, comme pour me demander pardon pour tout ce que j'avais enduré. À cet instant précis, j'ai su. Ce n'était plus une question de couple. Ce n'était plus une affaire privée. La vérité allait éclater. Et personne, cette fois, ne pourrait l'arrêter. Quand mon fils s'est levé, le silence est devenu lourd, presque étouffant. On entendait à peine le tic-tac de l'horloge au mur. Nadège souriait encore, convaincu qu'il allait plaisanter, détourner l'attention ou me renvoyer gentiment à ma place. Elle ne connaissait pas ce regard-là. Ce regard qu'il avait quand il avait déjà pris sa décision. Il a commencé calmement, d'une voix posée, trop posée pour être improvisée. Il a remercié les invités d'être venus, puis il a dit qu'il devait mettre quelque chose au clair, ici et maintenant. Nadège a tourné la tête vers lui, surprise. Son sourire s'est figé. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Je savais que plus rien ne serait comme avant. Il a parlé de respect, de famille, de limites. Il a rappelé, sans élever la voix, tout ce que j'avais fait pour lui, pour sa sœur, pour leur avenir, les sacrifices, les silences, les années de travail invisible. Personne ne l'interrompait. Les regards passaient de lui à Nadège, puis à moi. Je sentais la honte changer de camp. Puis il a prononcé la phrase que je n'oublierai jamais. Il a dit que jamais, au grand jamais, une femme qui avait donné sa vie à ses enfants ne pouvait être traitée comme une mendiante. Il a répété le mot, lentement, digne d'une mendiante. Nadège a pâli. Elle a tenté de rire, de dire que ce n'était qu'une plaisanterie. Il l'a arrêté d'un geste simple. Alors, il a sorti son téléphone. Il n'a pas montré des messages, il n'a pas montré des preuves matérielles. Il a raconté, devant tout le monde, chaque remarque, chaque humiliation, chaque fois où elle m'avait rabaissé en public ou en privé. Il a parlé de la demande des clés, du dîner sans assiette, des phrases prononcées comme des verdicts. À chaque exemple, le malaise grandissait. Les invités se regardaient. Certains baissaient les yeux. D'autres hochèrent la tête, comprenant qu'ils avaient été témoins silencieux trop longtemps. Nadège a tenté de se défendre. Elle parlait trop vite, elle se contredisait. Elle disait que j'exagérais, que je manipulais mon fils, que j'avais toujours voulu les séparer. Mais plus elle parlait, plus elle s'enfonçait. Sa voix tremblait. Son assurance s'effondrait sous les regards. Mon fils a alors dit quelque chose de simple, mais définitif. Il a dit qu'il avait vu, qu'il avait entendu, qu'il avait laissé faire, pensant que ça s'arrêterait. Puis il a dit que ça s'arrêtait maintenant, devant témoins, devant tout le monde. Il a ajouté qu'aucune réussite, aucun statut, aucun confort ne justifiait le mépris. Je suis restée assise. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. La pièce entière parlait pour moi. Le silence n'était plus le mien. Il était devenu le sien. Nadège regardait autour d'elle, cherchant un soutien. Elle n'en a trouvé aucun. Même ceux qui riaient avant évitèrent désormais son regard. Puis mon fils a prononcé les mots que je n'attendais plus. Il a dit que tant que je ne serais pas respectée, il n'y aurait plus de couple à préserver. Il a dit que l'amour sans respect n'était qu'une façade. Nadège a compris à cet instant qu'elle venait de perdre quelque chose de bien plus précieux que sa supériorité apparente. Elle a quitté la table la première, sans élégance, sans un mot, les talons claquant trop fort sur le sol. Les invités sont restés figés quelques secondes. Personne n'a applaudi, personne n'a commenté. Ce n'était pas un spectacle, c'était une mise au point, nécessaire, définitive.
Mon fils s'est tourné vers moi. Il m'a regardé comme quand j'étais jeune, comme quand il avait besoin d'être rassuré. Il m'a dit simplement qu'il était désolé. Pour tout. J'ai posé ma main sur la sienne. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais droite, visible, réhabilitée. Ce soir-là, je ne suis pas repartie humiliée. Je suis repartie en marchant lentement, la tête haute. Les regards n'étaient plus lourds. Ils étaient respectueux. Certains m'ont souri, d'autres m'ont serré la main, sans mots inutiles. Nadège avait voulu m'écraser en public. La vérité l'avait rattrapée au même endroit. Et pourtant, malgré cette justice éclatante, quelque chose restait à décider. Car après la chute, vient toujours le temps du choix. Après cette soirée, le calme est revenu d'une manière étrange, presque irréelle. Pas un calme vide, mais un calme réparateur. Celui qui arrive quand une vérité longtemps étouffée a enfin été dite à voix haute. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec une sensation nouvelle dans la poitrine. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de la vengeance. C'était le sentiment rare d'avoir été remise à ma juste place. Les jours suivants, mon fils est venu me voir souvent. Pas pour parler longuement, mais pour être là. Il s'asseyait près de moi, me demandait si j'avais besoin de quelque chose, restait silencieux quand je préférais me taire. Sa présence disait tout ce qu'il n'avait pas su dire plus tôt. Je ne lui ai fait aucun reproche. La vie nous apprend parfois trop tard comment protéger ceux qu'on aime. Nadège, elle, a disparu de mon horizon. Pas immédiatement, mais progressivement. Les appels ont cessé, les messages aussi. J'ai appris par d'autres qu'elle tentait de justifier ce qui s'était passé, parlant de malentendus, de fatigue, de propos sortis de leur contexte. Mais les mots, une fois prononcés en public, ne retournent jamais complètement dans l'ombre. Les gens avaient vu, ils avaient entendu, et surtout, ils avaient compris. Mon fils a pris une décision difficile, mais nécessaire. Il a choisi le respect, pas contre quelqu'un, mais pour quelque chose de fondamental. Il m'a expliqué, calmement, que vivre dans le mépris n'était pas une option, ni pour moi, ni pour lui. Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas cherché à punir. Il a simplement tracé une limite claire. Et parfois, c'est plus puissant que n'importe quelle colère. De mon côté, j'ai commencé à me reconstruire intérieurement. J'ai rangé cette culpabilité silencieuse que je portais depuis des années, celle qui me faisait croire que je devais accepter l'inacceptable pour préserver la paix. J'ai compris que le silence n'est vertueux que lorsqu'il protège, pas lorsqu'il détruit, et que la dignité ne demande pas la permission pour exister. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu autre chose qu'une femme fatiguée. J'ai vu une mère qui avait tenu debout malgré tout. Une femme qui n'avait jamais cessé d'aimer, même quand on tentait de la réduire. Cette image-là m'a apaisée. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Les relations ont changé autour de moi. Certaines personnes se sont rapprochées, d'autres se sont éloignées. J'ai accepté ce tri naturel. Quand la vérité apparaît, elle ne fait pas que tomber des masques. Elle réorganise les liens, et c'est souvent salutaire. Mon fils et moi avons retrouvé une relation plus simple, plus honnête, sans non-dit, sans peur. Il ne me regarde plus comme quelqu'un à protéger par le silence, mais comme une femme à respecter pleinement. Et cela, pour une mère, vaut plus que tous les discours. Je repense parfois à cette phrase, lancée avec mépris devant tout le monde. Digne d'une mendiante. Elle ne me blesse plus, elle a perdu son pouvoir. Parce que ce jour-là, sans le savoir, Nadège a déclenché quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Elle a révélé ce qui devait être vu. Elle a provoqué une prise de conscience. Elle a accéléré une vérité qui attendait depuis trop longtemps. Aujourd'hui, je vis plus simplement, mais je vis plus droite. Je ne cherche plus à plaire. Je n'essaie plus de me rendre invisible pour éviter les conflits. J'ai compris que le respect commence là où l'on cesse de se diminuer soi-même. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous reconnaissez dans ce silence, dans cette humiliation acceptée par amour ou par peur de perdre, souvenez-vous de ceci. Rester digne n'est jamais une faute. Mettre une limite n'est pas une trahison. Et être une mère ne signifie pas s'effacer. J'ai cru, pendant longtemps, que supporter était une preuve de force. J'ai appris que se faire respecter en est une bien plus grande. Et si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, souvenez-vous que même après des années de silence, il n'est jamais trop tard pour retrouver sa place. La mienne ne m'a pas été rendue par des excuses. Elle m'a été rendue par la vérité.